Ouais, c'est vrai que je me lance des défis parfois, mais bon, vous allez voir que c'est pas un énorme défi, hein. Salut tout le monde les amis, c'est LizFy et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une chose que je me suis lancé depuis janvier. Ça fait partie des bonnes résolutions du nouvel an, à savoir que du coup cette année je voulais voir plus de films et notamment des films que je n'avais pas vus parce que du coup j'ai fait un cursus audiovisuel mais je n'ai pas regardé au final beaucoup de films. Du coup je me suis lancé ce défi depuis janvier, à savoir regarder un film par semaine. Oui, pour vous, ça peut vous paraître vraiment très peu, on est d'accord, hein. Du coup, si on compte par rapport à l'année, ça fait que 52 films en un an. C'est vrai que c'est pas énorme non plus. Mais je vais m'expliquer à ce niveau-là. Je fais partie d'une génération qui fait que du coup, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube et je continue encore de regarder beaucoup et c'est ce qui fait que je ne regarde pas assez de films. Et c'est pas bien. Du coup, ben c'est bon, je me suis lancé ce défi et puis depuis juin, j'ai vu 44 films. Si, 44 films, du coup, en 27 semaines, ça fait quand même plus d'un film par semaine, ce qui est pas trop mal. Alors, ça peut paraître très peu pour certains, mais en tout cas, moi je trouve que c'est quand même déjà pas mal, parce que vraiment j'ai rattrapé beaucoup de choses que je n'ai pas vues, et je continue encore d'en rattraper. Et de temps en temps, je sais pas si vous me suivez sur Twitter, d'ailleurs suivez-moi sur Twitter évidemment, mais à chaque fois que je regarde un film, je pose une mini critique sur Twitter du film que je viens de voir. Mais en même temps, je me disais, bah ça serait vachement cool de vous partager au final toutes ces critiques, mais en vidéo. Donc du coup, le but de cette vidéo, c'est de revoir un peu les critiques que j'ai fait sur ces films. Donc ça peut être long, mais je vais pas rester très longtemps sur certains films. Donc je vous propose de commencer maintenant. Pour commencer un peu ce débriefing de tous ces films que j'ai vus, on va commencer par ce qui m'a fait découvrir beaucoup de films et qui m'a permis surtout d'en regarder beaucoup, Netflix. Oui, j'ai commencé Netflix cette année, j'ai pris l'abonnement gratuit et j'ai enchaîné 2 mois derrière. Alors, je tiens à préciser une chose, c'est que je vais, dans cette petite critique, faire quelques critiques justement de séries que j'ai vues sur Netflix, sachant que je ne suis pas du tout série, donc ça sera sûrement les seules séries que je critiquerai, c'est pour ça que je me permets de les critiquer maintenant. D'abord, je vais parler de quelque chose que j'ai fait sur Netflix, à savoir que j'ai revu des films. Des films que j'avais vus quand j'étais jeune, et du coup, j'avais plus trop de souvenirs, ou du moins, j'avais pas l'œil que j'avais maintenant sur les films. Notamment Spy Kids 1 et 2, qui sont des films, ouais, sympathiques. C'est plutôt rigolo, on s'amuse bien, on passe un bon moment. C'est juste que, au final, quand on le revoit un peu plus âgé, bah au final, c'est beaucoup moins fun qu'à l'époque. Il y a des trucs qui nous font moins rire, et du coup, bah c'est un film qui m'a pas trop plu par rapport à quand je l'avais vu quand j'étais petit. En tout cas, les gadgets sont très marrants, donc ça reste assez fun, mais c'est vrai que du coup, je m'attendais à retrouver beaucoup plus de souvenirs, à être plus content de les revoir. Ensuite, j'ai revu Fourmise. Ah, Fourmise, c'est un peu compliqué, je l'avais vu quand j'étais vraiment très très jeune, je me souvenais de quasiment rien, et de l'avoir revu, bon déjà, il a pas mal vieilli, hein. Je parle au niveau du graphisme, hein. C'est vrai que quand on voit la forme qu'avaient les personnages, ça fait vraiment très très bizarre. Et puis au final, c'est une histoire assez simplette, pas très originale. Il n'y avait pas d'énormes idées de réa à l'intérieur, avec des plans pas forcément mémorables, il n'y avait pas forcément des idées comme ça. Donc le film se regarde bien, mais j'ai pas spécialement accroché plus que ça, encore une fois, par rapport à mon enfance. Un autre film que j'ai revu, Mathilda. Et là, Mathilda, c'est marrant parce que j'étais au final très très content de l'avoir revu. Parce qu'en fait, il y a pas mal de choses qui me plaisent dans ce film, à savoir que c'est vraiment un film comique pour enfants assez sympa, mais parfois qui peut presque faire peur à des enfants, notamment avec la grosse proviseure. Et surtout, un truc qui m'avait manqué, mais tellement, c'était les doublages de ce film, notamment avec le père qui est quand même assez connu dans le monde du doublage et qui est vraiment super bien dans ce rôle-là. Après, pour ce qui est de l'histoire, bon, c'est une histoire toute gentille avec une fille qui a des super pouvoirs et du coup elle fait voler des objets et elle réussit à faire virer la proviseure de l'école. Donc c'est une histoire un peu simplette, voilà, c'est très gentillet, mais franchement je suis très content de l'avoir revu parce que c'est mieux que ce que je me souvenais en tout cas.
Allez, on va passer maintenant à la petite partie série que j'ai vue sur Netflix. J'ai vu 2 séries sur Netflix. On va commencer avec celle que j'ai le moins aimée. C'est Remind. Alors, je vais tout de suite poser quelque chose au clair. Je ne regarde pas de séries parce que le format des séries me gêne beaucoup. Donc les 2 séries que j'ai vues sont des séries qui durent 30 minutes par épisode avec 12 épisodes. Un peu un format animé, mais c'est parce que j'aime vraiment pas du tout le format des séries actuelles. Donc Remind, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire de plusieurs filles qui se font enfermer dans une pièce autour d'une table, attachées à côté de la table, enfin au niveau des pieds, et elles ne peuvent pas s'enfuir. Donc on se demande ce qui va leur arriver, mais franchement, c'est pas intéressant. Quand on voit les épisodes avancer au fur et à mesure et tout se dérouler, etc., qu'on apprend de plus en plus de choses, si vous voulez le voir, libre à vous, hein. C'est pour ça que je vais pas trop spoiler, quoique de manière générale, on va beaucoup spoiler dans cette vidéo. Dans cette histoire, on apprend plein de choses, mais au final, les choses ne se relient pas entre elles, et du coup, ça fait quelque chose d'assez étrange, un sentiment où on se dit, mais où est-ce qu'ils veulent nous emmener ? Et d'ailleurs, la fin, j'ai rien contre les fins ouvertes, mais dans une fin ouverte, il est censé avoir plusieurs chemins plausibles, et là, on ne sait absolument pas ce qui peut se passer. Donc vraiment, Remind, moi j'ai pas aimé du tout, je trouve que c'est pas très intéressant, et surtout, c'est un huis clos qui n'avance en rien. On continue avec l'autre série que j'ai vraiment adorée, Erased. Et oui, Erased, la fameuse adaptation live du manga et de l'anime du coup. Et apparemment, et je suis d'accord avec ça, c'est l'une des meilleures adaptations de manga qu'on ait jamais vues. Erased, c'est l'histoire d'un mec qui a une vie plutôt banale, mais qui de temps en temps revient dans le passé. Et à chaque fois qu'il revient dans le passé, en fait, c'est qu'il s'est passé quelque chose devant ses yeux qu'il aurait pu éviter, comme un accident de voiture qu'on voit au départ, ou même par exemple la mort de sa mère. Au moment où il voit sa mère mourir, du coup il va avoir son corps, elle est toute ensanglantée, et du coup il se tache les mains, et c'est pas bien, parce que du coup il peut être inculpé par la police, et du coup la police le retrouve, et à ce moment-là il se fait revenir dans le passé, mais 15 ans en arrière. Erased, c'est un énorme thriller et d'enquête qui vraiment t'accroche et te demande vraiment si le mec va réussir à avancer dans tout ce qu'il fait. Parce que du coup, en étant gamin, il va devoir essayer de trouver pourquoi les événements qu'il y avait eu il y a 15 ans ont fait que sa mère a été tuée. Et du coup, c'est une série qui tient aux tripes du fait qu'il y a tout ce côté thriller, enquête, voyage dans le temps, il y a plein de choses comme ça, les idées de réa sont très très bonnes, il y a une super colorimétrie d'images, c'est vraiment, il y a des plans, je pourrais les afficher dans ma chambre, que ça ne choquerait personne. Les acteurs jouent très bien, on n'a pas l'impression de voir une adaptation live pourrie où les acteurs font n'importe quoi. On a beaucoup d'empathie pour les personnages, et du coup, quand il y en a un qui est au bord de la mort ou ce genre de choses, j'en dis pas trop, vraiment, on est pris aux tripes et on a vraiment envie qu'ils arrivent à aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent faire. J'en dis pas plus, je vous invite sincèrement à aller voir cette série. On continue avec les exclus Netflix. Alors on va commencer tout d'abord par les énormes déceptions et aussi navets ou plutôt moyens sur Netflix, à savoir Fullmetal Alchemist et Death Note. Je vais donner mon avis sur Death Note. Pour moi, c'est un film qui est injustement critiqué comme étant un deuxième Dragon Ball Evolution, alors que clairement pas, il est quand même bien au-dessus d'un Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution, c'était n'importe quoi du début à la fin, alors que là, au moins, il y a quelques idées, il y a des choses qui se passent, et il y a quand même quelque chose qui ressemble à Death Note, alors que Dragon Ball, vous allez pas me dire qu'il y a quelque chose qui y ressemble. Il y a de très belles idées de réalisation, ne serait-ce que pour la première partie du film notamment, où il y a tous les premiers meurtres qui commencent à se faire. La lumière aussi est très belle, elle est un super personnage. Bon, après Watari, voilà, c'est le perso qui gâche un peu tout. Bon, c'est vrai qu'après ça ressemble un petit peu à un teen movie et tout, mais l'histoire d'amour entre les deux personnages ne sert pas à rien, hein. Il y a quand même deux côtés très proches, enfin dans le sens que la fille représente bien le côté maléfique de Light, qu'on a du coup dans les mangas normalement. Du coup oui, je considère que ce film est plutôt moyen, voire un petit peu mauvais, mais clairement pas au niveau d'un Dragon Ball Evolution. Voilà. Ensuite, parlons de Fullmetal Alchemist. Alors ça, c'est pas un Dragon Ball Evolution, mais c'est de la grosse merde. Vraiment. Non, franchement, quand j'ai vu ce film, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à stopper un film en plein milieu.
Mais franchement, j'aurais dû. Parce que tout est moche dans ce film. Les effets spéciaux sont inégaux, il y en a des plutôt passables ou des très moches. Il y a des couleurs, mais tellement saturées, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Les acteurs sont des cosplays, mais franchement, c'est n'importe quoi, j'ai jamais vu ça. Les acteurs en plus jouent comme des quiches à exagérer en permanence, pardon. Mais moi, je perds mes mots quand je parle d'un film aussi pourri comme ça. Vraiment, c'est un film, je me demande pourquoi ils ont fait ça, parce que on peut pas condenser autant d'histoires dans 2 heures de film, c'est pas possible. Et quand on voit au final l'histoire du film, bah on se dit, bah ok, et alors? Donc vraiment, ça laisse un sale goût dans la bouche ce film, vraiment c'est immonde. Bon sinon, est-ce que j'ai vu des bonnes exclus Netflix? Oui, Okja. C'est un film sud-coréen de Bong Joon-ho et franchement j'avais bien aimé Snowpiercer, je vais juste dire bien aimé, j'ai pas trouvé non plus que c'était le film exceptionnel mais j'avais quand même bien aimé. Et franchement, Okja, ouais, putain, ouais. Alors par contre, c'est vraiment le type de film, je pense que tous les critiques ont dit la même chose. C'est vraiment le film, vous le voyez, à la fin vous dites go vegan, c'est parti, allez, je veux plus manger de viande. Je vais pas parler de l'histoire, mais en tout cas, c'est une histoire assez touchante avec une vraie discussion sur la condition des animaux dans les abattoirs, dans les élevages de manière générale. La fin m'a fait pleurer. Vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. Attention, je mets un petit zone spoiler. J'ai pleuré en fait au moment où la famille de gros cochons laissait partir leur petit avec Okja et la fille. Et ce moment, j'ai trouvé ça mais merveilleux, c'est vraiment très très beau. Là, rien que d'y penser, voilà, ça me touche encore. Donc vraiment, Okja, je vous le conseille de vous faire votre avis vous-même. C'est un film polyglotte, donc je conseille pas forcément la VF pour ce genre de film. C'est beau, et de choses qu'on n'a jamais vraiment trop vues dans le cinéma, notamment quand le gros cochon se déplace un peu dans la ville et tout. Le cochon, en plus, est très réaliste, et du coup, on s'accroche vraiment, et ça fait pas image de synthèse très moche. Donc vraiment, allez-y les yeux fermés, Okja c'est très bien. Maintenant je vais parler de 4 films sud-coréens qui sont apparemment des exclus Netflix que j'ai vus sur Netflix. Je vais parler très vite de 3 parce que y en a qu'un seul qui m'a vraiment marqué et les autres j'ai trouvé qu'ils étaient quand même bien en dessous. On commence par celui que j'ai le moins aimé, Steel Rain. Alors Steel Rain c'est vraiment particulier parce qu'en fait l'histoire aurait pu être bien, mais au final c'est une histoire assez chiante, qui est assez lente, qui n'est pas rythmée du tout, et du coup on n'est pas très accroché avec les personnages, on n'a pas beaucoup d'empathie pour eux, et du coup c'est pas facile de rester dans le récit et d'apprécier correctement ce qui leur arrive. Pour ce qui est de la réalisation, c'est plutôt banal, donc du coup au final, bah c'est dommage, il n'y a pas grand chose à en retenir. Si, je dis une bêtise. La scène du missile est plutôt sympa à regarder, mais franchement, j'en retiens pas plus. Ensuite, Lucid Dream. Lucid Dream, c'est vraiment un film, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu en fait. Ah ouais, hein. C'est un mec qui plonge dans ses rêves de manière lucide pour pouvoir retrouver sa fille. Parce qu'il pourrait retrouver des indices qui pourraient le ramener à sa fille. Ou son fils, pardon, je sais plus, mais en tout cas le film m'a pas marqué du tout parce qu'en fait, il y avait pas grand chose d'intéressant. Les effets spéciaux sont très moches. Il n'y a pas vraiment d'idée de réa. En fait, c'est un film, c'était ok, mais pas bien rythmé, pas non plus, enfin pas ouf par rapport à d'autres films sud-coréens que j'ai pu voir. Ensuite, Pandora. Pandora, c'est un film catastrophe. Celui-là, c'est pas qu'il n'y a rien à retenir, c'est juste qu'il n'invente pas grand-chose, à part le fait que ce soit plutôt réaliste et plutôt prenant pour le coup. Ça montre bien aussi l'aspect que les économistes ne veulent pas faire certaines choses pour sauver le pays, parce que voilà, des raisons économiques, etc. Alors que c'est complètement con, parce qu'ils peuvent mourir d'un instant à l'autre. Et le personnage principal est touchant, donc on a une scène finale qui est quand même très touchante. C'est ça qui m'a vraiment plu dans le film. Le reste du film est un peu mou, donc c'est vrai qu'il y a des moments ça m'a un peu gonflé, mais la scène finale est très touchante et apporte pas mal de suspense. Donc vraiment, je conseille un petit peu celui-là, il est vraiment sympa. Et on finit par celui que j'ai vraiment aimé, Forgotten. Forgotten, je vais en parler un peu plus, du coup, c'est l'histoire d'un homme qui déménage avec ses parents et son frère, et il déménage dans une maison qu'il trouve qu'il a déjà vue apparemment. Quelques jours après avoir emménagé, son frère se fait kidnapper. Donc ça c'est déjà plutôt choquant pour le personnage principal.
Mais son frère revient au bout de 19 jours. Mais il revient totalement changé, il y a des choses qui sont pas normales chez lui et du coup il y a quand même des choses assez étranges qui se passent de manière générale dans toute la famille. Et là je m'arrête parce que ça c'est vraiment le synopsis du film. Forgotten, c'est un film qui te fout des claques, ne serait-ce que par le scénario qui de manière générale te fait des révélations sur révélations sur révélations et du coup c'est assez classe. Alors je dis pas, il y a quelques moments du scénario, je me dis ouais ça va un peu loin quand même, c'est un peu chelou. Mais le scénario est très très intéressant et la fin peut intéresser pas mal de gens. Et puis surtout, il y a vraiment des idées de cadrage et des plans en tête qui sont vraiment flippants. C'est ça qui est fou en fait, c'est que c'est un thriller qui est pas censé être horrifique, mais il y a plein de moments où on a carrément peur pour le perso, et ça te tient aux tripes, c'est assez violent. Donc vraiment, Forgotten, film sud-coréen à voir. Allez, on va passer au dernier film Netflix, à savoir les films que j'ai vus, on va dire en vrac, mais surtout pour enrichir ma culture cinématographique. On commence par le plus con, Shaolin Soccer. Ah, Shaolin Soccer, non, je l'ai pas regardé en VF. Ça vous fait chier, hein. Alors, je sais, la VF est pas mal appréciée, je pense que je vais peut-être le revoir en VF, d'ailleurs, quand j'ai vu les quelques extraits, ça m'a donné envie. Mais du coup, je l'ai regardé en VO, et c'est vraiment un film à la con, mais c'est vrai que c'est très très fun, et c'est vrai que maintenant j'ai l'impression qu'on n'ose plus faire ce genre de conneries, et du coup je vais passer un très bon moment devant Shaolin Soccer. Ensuite j'ai vu Yakuza Apocalypse, et là Yakuza Apocalypse c'est quand même pas très bien, hein. Alors, ce que je trouve fou avec ce film, c'est qu'en fait, le début, ça commence super bien. On a vraiment une ambiance mafia japonaise, Yakuza, justement, qui commence très très bien. On est bien immergé dedans. Et puis arrive le moment vampire. Le chef des Yakuza se fait tuer et du coup, c'était un Yakuza vampire. Et du coup, il transmet son Yakuza vampire à un autre Yakuza pour qu'ensuite il devienne le nouveau Yakuza vampire. Qui du coup, rend tout le monde vampire. Enfin, c'est n'importe quoi. Et puis putain, mais il y a un homme déguisé en grenouille qui fait du kung-fu. Le pire, c'est que je suis sûr qu'il y a des gens que ça trigger, ça. Non, vraiment, ce film, il y a des moments, j'étais vraiment dérangé devant. Il y a un kappa, il y a une grenouille, voilà, qui est en costume. Il y a vraiment des choses super étranges et la fin ne ressemble à rien. Enfin, c'est assez étrange. Et il y a le combat final qui, au départ, semble intéressant, mais au final, je trouve pas vraiment de lecture à cette scène finale. Donc vraiment, je ne le conseille pas, mais pas du tout. Ensuite, j'ai vu, et là je pense que ça va faire grincer les dents certains, Drive. Je suis très mitigé sur ce film. C'est-à-dire que d'un côté, je trouve les idées de mise en scène vraiment très très classe, la réa parfois ingénieuse, la première scène par contre du film, la scène d'ouverture, enfin, pour moi ça restera l'une des meilleures scènes que j'ai jamais vues. Mais putain, le jeu des acteurs, quoi. Ah, surtout Ryan Gosling, quoi. En fait, on a l'impression qu'il a soit un balai dans le cul, soit qu'il a aucune expression, soit que le personnage est con, et ça franchement, j'en suis persuadé, hein, vraiment, il a des choix cons, il réagit d'une manière idiote. Vraiment, je ne comprends pas ce personnage, et du coup, pour moi, ce film, c'est mi-chaud, mi-froid, en vrai. Je trouve pas de très bons trucs dans le film, et du coup, je n'arrive pas à le caser dans les meilleurs films que j'ai jamais vus, contrairement à beaucoup de gens qui ont vu ce film et qui ont crié au génie après avoir vu la mise en scène. Ah, non, vraiment, pour moi, c'est un non. Je le classe clairement pas dans mes films préférés. Ensuite, j'ai vu Shaun of the Dead. Et oui, j'avais pas vu Shaun of the Dead depuis ma naissance, hein, voilà. Shaun of the Dead avec le fameux duo qu'on aime bien. C'est un film très drôle, très divertissant, très sympa, avec vraiment une idée de réa super cool, notamment quand il se déplace pour aller d'un point à un point B, et quand il le fait du coup avec les zombies, c'est la même chose, sauf que tous les zombies lui courent après. J'ai trouvé cette scène très très drôle et très sympa. Et vraiment, ouais, celui-là, je le cale dans les films qui m'ont bien fait kiffer. De manière générale, vous voyez, quand il y a un film qui m'a beaucoup fait kiffer, bon, j'essaie de le prouver parfois par certains aspects, mais là, en l'occurrence, c'est juste qu'il était fun, qui était bien rythmé et du coup moi je vois pas plus à en dire, et puis voilà,
ces scènes bien ficelées au niveau de la réa, avec des bons plans bien sympas, et du coup voilà, j'ai passé un bon moment. Ensuite, Léon. Ah, Léon, Luc Besson, sympathique, hein. Ouais, c'est vrai que là, Léon, je l'avais jamais vu, et effectivement, c'est plutôt sympa, et avec des scènes d'action qui ont pas mal de suspense, qui sont très péchues, avec une fin plutôt agréable, plutôt sympathique, même si elle est triste, hein, forcément. J'aime beaucoup le personnage de Jean Reno, qui est vraiment mystérieux, mais qui a vraiment plutôt bien écrit, je trouve, qui fait qu'on se pose pas trop de questions sur lui, et du coup, ça fait que, je trouve, il est très attachant, et on a envie de le suivre jusqu'au bout de son aventure. Bon, aventure, c'est un grand mot. En tout cas, très bon moment passé devant Léon, et Nathalie Portman, bien. Je l'avais jamais vu jouer jeune, et ben GG. Ensuite, j'ai vu The Big Lebowski des frères Cohen. Alors en fait, ce genre de film, moi, c'est pas les films qui m'intéressent le plus, à savoir que c'est des films très rigolos, mais qui, je trouve, ont une histoire principale qui n'est pas très intéressante, et qui, du coup, ne m'accroche pas dans le film. Et puis surtout, j'arrive pas à m'identifier au personnage, ce qui fait que, du coup, je n'arrive pas à vraiment rire dans ce film. Il y a quelques scènes très sympas, hein, je dis pas, mais c'est vrai que, contrairement à tout ce qu'on m'en dit, j'aurais attendu mieux, peut-être des meilleurs dialogues, peut-être des situations plus drôles que juste dire ah bah t'es vraiment con, enfin j'exagère, hein, évidemment. Pas la révélation du siècle, ce film, même si j'ai pas passé un mauvais moment devant, hein. Clairement pas, j'ai pas passé du tout un mauvais moment, c'était très sympa. Ensuite j'ai vu Inglourious Basterds, et là je vais dire quelque chose qui va faire grincer des dents aussi. J'ai du mal avec le cinéma de Tarantino. En fait, Tarantino, il a ce problème pour moi qui est je fais plus de mise en scène et de dialogue que de vraies histoires qui se suivent du début à la fin. D'où le fait que j'ai plutôt moyen apprécié Pulp Fiction, mais par contre peut-être un peu plus Inglourious Basterds. Inglourious Basterds, j'ai plutôt même passé un très bon moment devant, j'ai vraiment aimé le personnage notamment de Christophe Waltz dedans, mais par contre il y a quelque chose qui me gêne vraiment dans ce film, j'ai l'impression vraiment que c'est Tarantino qui a écrit les dialogues des Français, alors qu'il n'est pas français. Et ça se sent dans ses textes. Enfin bref, un film très bien, avec de superbes idées de réalisation, de mise en scène aussi, surtout de mise en scène, parce que Tarantino est beaucoup connu pour ça, mais c'est vrai que voilà, au moins dans ce film, je trouve qu'il y a une vraie trame très intéressante, qui nous donne envie d'aller jusqu'au bout du film, contrairement à Pulp Fiction, qui je trouve n'a pas de trame, et c'est ça qui me gêne dans ce film. Par contre là, c'est plus une histoire de goût, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne me convient pas forcément quelque chose qui n'est pas bon. Par exemple, dans Pulp Fiction, justement, il y a cette histoire de mettre les chapitres un peu dans tous les sens. Moi, c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout, mais ok, pourquoi pas, ça, en plus, on ne se perd pas du tout, donc allez, ok. Donc voilà, Inglourious Basterds, très bon moment, pour une fois un Tarantino qui me fait plaisir. Et maintenant, Gravity. Ah bah Gravity, voilà. Ça, franchement, ça m'a beaucoup plus marqué. Et là, vous vous dites, mais il est taré ou quoi? Il y a rien dans Gravity, il se passe rien. Je crois qu'on n'a pas vu le même film, en fait. Pour moi, dans Gravity, en fait, quand je vois toute cette immensité et tout ce moment, enfin, je veux dire, elle est tellement tout le temps toute seule, et le fait qu'il y ait cette immensité autour d'elle et tout ça, en final, elle est prisonnière, mais dans l'immensité, et c'est assez troublant, et on est vraiment proche du personnage. On est, ce que j'appelle, on est vraiment dans un point de vue subjectif du personnage, on n'est pas seulement spectateur, et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très fou dans Gravity, c'est très fort en émotion. Moi, c'est ça qui me manque, par exemple, dans un film comme Interstellar. Interstellar, c'est vraiment un film, je l'ai vu, j'ai fait, ok, bah, pourquoi pas, mais Interstellar, pour moi, c'est vraiment un film qui veut trop expliquer son scénario. La scène de fin, pour moi, était insupportable. Enfin, je dis la scène de fin, mais c'est la scène où il est dans le trou noir. Je la trouve vraiment insupportable. Il arrête pas de dire « Ah, mais c'est ça qui s'est passé. Et si je fais ça, elle va venir à tel endroit, nanana. » Non, ça ne marche pas comme ça, un scénar. Moi, j'avais déjà compris tout ça. Mais là, tu es en train de me l'expliquer à l'oral. Donc, c'est n'importe quoi. Essaie de faire des choses sans expliquer à l'oral, comme le fait par exemple un Tarantino, qui fait plus de la mise en scène au niveau des jeux et autre chose que des dialogues. Enfin, c'est bien de pas faire de dialogue parfois, hein? S'il te plaît, Nolan, arrête de faire parler tes persos. Non, mais surtout, arrête de faire parler tes persos, parce qu'en fait, ça casse totalement l'immersion émotionnelle de la scène, en fait. Et ça, je trouve que c'est
c'est vraiment un gros problème du cinéma de Nolan. Dans Gravity, au moins, on est à fond dedans avec elle tout le long, et vraiment, les gens qui se sont fait chier devant ce film, j'ai pas compris. Et puis surtout, l'immersion, ne serait-ce qu'avec tous les moments dans l'espace où on n'entend rien et tout. Je sais, dans Interstellar, il y a des moments où on n'entend rien, mais il y a plein de moments où il y a énormément de musique qui font que ça cache tout, et du coup, on est moins dedans. Alors que là, dans Gravity, on y est. Et du coup, Gravity, pour moi, c'est un grand oui. C'est vraiment un grand oui. Alors, j'ai pas été à fond dedans pour la fin, notamment, que je trouve belle, mais j'ai pas non plus lâché ma petite larme comme certains. Mais en tout cas, ouais, Gravity, ouais. Clairement, ouais. Donc, ceux qui disent qu'il n'y a pas de scénario, bah écoutez, je suis vraiment désolé pour vous, hein, si vous n'avez pas d'œil. Et il me reste un film de Netflix à vous présenter, enfin en tout cas que j'ai vu sur Netflix, Forrest Gump. Oh putain, Forrest Gump. Si vous saviez depuis combien de temps on n'arrête pas de m'en parler de ce putain de film. Sérieusement, je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, j'ai fait 2 ans en option audiovisuelle au lycée et 2 ans en BTS audiovisuel du coup en BTS, et tout le monde était cinéphile, et du coup tout le monde avait vu Forrest Gump, et du coup tout le monde me disait mais il faut que tu vois Forrest Gump, Forrest Gump c'est THE film, Forrest Gump c'est le film qui va te faire chialer comme pas permis, et... Oh putain, vous avez raison pour une fois. Non, vous savez, on a toujours eu ce syndrome du on vous en dit trop du bien, et au final quand vous voyez devant, bah vous êtes déçu parce que c'est pas si bien auquel vous attendez, et franchement... Waouh, Forrest Gump, waouh. Oh, c'est incroyable. La première partie du film m'a peut-être moins accroché que la deuxième, mais vraiment, c'était un grand moment, Forrest Gump, vraiment. Je suis très content d'avoir vu un film comme celui-ci, parce que vraiment, j'ai été accroché avec ce personnage, j'avais beaucoup d'empathie pour lui, et ça, pour moi, c'est un signe que le film est vraiment réussi, vraiment très très réussi. Alors après, pour ce qui est des idées de réa, etc., que je vous donne de temps en temps, notamment des plans qui m'ont marqué, etc., c'est peut-être un petit peu moins le cas dans ce film, dans le sens que je ne les ai pas forcément vus. Si je le revois et que je l'analyse un peu plus, peut-être. Mais en tout cas, dans ce film, c'est le récit qui est très bien raconté, du fait que ce soit Forrest Gump lui-même qui raconte ce qu'il a fait à l'époque et qui l'a amené jusqu'à maintenant. Et le film me fait chialer. Oh, j'ai rarement autant chialé devant un film. Je pense qu'un jour je vais faire un petit top des films qui m'ont fait le plus chialer, et film ou animé d'ailleurs, hein, même, parce que vraiment il y a des choses à dire, je pense. La scène du discours devant la tombe, ça a l'air de rien niveau réalisation, mais... juste le petit travelling en avant comme ça, ou enfin je dis travelling, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de mouvement aussi vers le haut, donc c'est vraiment un moment très émouvant qui me prend à la gorge, et vraiment c'était incroyable, vraiment ce film est très beau. Je pense que c'est le mot du film, c'est la beauté. C'est pas forcément la beauté visuelle, etc., c'est de la beauté émotionnelle. J'ai pas assez de souvenirs pour vous en parler un peu plus. Je suppose de toute façon que beaucoup de gens l'ont vu. Dans tous les cas, dans une vidéo comme ça, je vais parler de films que les gens ont déjà vus. C'est pas forcément des films qui sortent en 2018, mais je sais que ce film, pour moi, a été une grosse révélation, et je suis très content de l'avoir vu. Bon, on a fini la première partie de cette vidéo. Oui, je sais, on est déjà à ça au niveau de la durée de cette vidéo. Mais pour une fois, je fais une vidéo très très longue. C'est pour vous annoncer justement ce qui se passera à la suite. Et là, on va enchaîner avec les films que j'ai vus plus indépendamment, pas avec Netflix, mais soit par DVD, soit par Blu-ray, soit par... Bon, vous savez quoi, hein. Je vous fais pas de dessin. On va dire PC. Alors dans le film que j'ai vu, il y avait Interstellar. Interstellar, je vous en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Je vous ai dit un peu ce que je reprochais au film de manière générale, ce que je reprochais à Nolan de manière générale. Dans Inception, c'était peut-être un peu moins le cas. Je trouve qu'Inception est peut-être un de ses plus réussis de tout ce qu'il a fait. Parce que pour moi, dans The Dark Knight, il y a le même problème avec le Joker qui dit « Oh là là, j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça ». Bref, Interstellar, ça restait une belle claque visuelle et de bonnes idées en termes de ce qui peut se passer dans l'espace. Après, c'est pour moi un film qui est long pour rien.
vraiment, il est très long pour rien. Pour moi, toute la scène tout ce qui se passe sur la planète de glace, pour moi, n'a aucune utilité. Ils auraient pu très bien raser ça du scénario, genre qu'il n'y ait que 2 planètes à visiter au lieu de 3. Vraiment, ils auraient pu largement faire ça. Alors après, les gens vont me dire, oui, mais non, ils pouvaient pas, parce que ceci, cela... Je suis désolé, mais pour moi, toute la partie sur le truc de glace ne sert à rien. Après, clairement, il y a des scènes quand même que je trouve relativement émouvantes, mais on reste spectateur. Et c'est justement ce que j'expliquais tout à l'heure en comparaison avec Gravity. Gravity, on est vraiment en point de vue subjectif. Là, on a un point de vue très extérieur. On regarde ce qui se passe et on regarde les scènes. Et du coup, on n'est pas forcément avec le personnage. Sauf peut-être... la scène où il découvre qu'il s'est passé 17 ans, je crois que c'est 17 ans qui s'est passé, ou 24 ans, je sais plus, mais en tout cas beaucoup d'années, et qui découvre ce que sa fille a bien grandi, et qui commence à pleurer. Là, cette scène, c'est peut-être la scène la plus émouvante pour moi du film. Après, il y a la retrouvaille avec sa fille qui est beaucoup plus vieille que lui, mais je la trouve quand même beaucoup moins forte, même si, bon, elle reste sympathique. Mais vraiment, ce film a été assez particulier parce qu'il y a beaucoup de choses que je reproche au cinéma de Nolan. Vraiment, je trouve qu'il a un gros problème de scénarisation. Il a tendance à trop vouloir expliquer et ça m'embête un petit peu. On va passer à 2 adaptations. On va commencer par la mauvaise, à savoir Assassin's Creed. Oh, c'était nul à chier, putain. Alors déjà que j'aime pas le jeu vidéo, mais là, on se fait chier pendant ce film, c'est impressionnant. En fait, l'idée de base, elle aurait pu être bien, mais il se passe rien. Vraiment, en plus, je sais pas, le personnage s'est pas dit une seule fois pourquoi il... Enfin, je veux dire, tout le long, il se pose même pas la question du « Pourquoi vous me faites faire ça ?» Genre jamais, vous dites jamais. Enfin bon, je vais pas étaler ma haine de plus en plus sur ce film, mais pour moi c'est un 0 pointé, enfin c'est une très mauvaise note. Il y a quelques plans visuels qui sont très très jolis, vraiment dans les scènes, on va dire du passé, etc. quand ils font les combats, etc. Mais par contre, toutes les scènes hors combat sont chiantes. Ah mais c'est chiant. Enfin bref, je vais pas rester dessus. N'allez pas voir ce film. Ensuite, c'est Ghost in the Shell. Et là, je vais peut-être énerver des gens, mais je trouve que Ghost in the Shell, le film, en tout cas celui avec Scarlett Johansson, est peut-être plus attrayant que le film d'animation japonais. Je trouve que le film d'animation japonais manque d'explications. Et là, du coup, ça fait un peu l'inverse de Nolan, c'est dans le sens que je trouve que l'univers est trop complexe dans le film d'animation japonais. Et là, dans Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson, on ne se pose pas trop de questions et c'est plutôt sympa. Déjà visuellement, je trouve ça très joli, j'ai passé un très bon moment devant, je trouve que c'est plutôt réussi, vraiment. Et surtout, on arrive bien mieux à rentrer dans l'histoire, alors que dans le film d'animation japonaise, encore une fois, je trouve que c'est pas mal mou. Alors oui, il y a de l'époque et tout, mais par exemple, souvent on me donne dans ces années-là Akira et Ghost in the Shell. Je suis désolé, mais Akira, au moins on comprend un peu plus Akira ce qui se passe, alors que Ghost in the Shell, on est moins dedans, je trouve. Enfin, après, c'est peut-être moi qui suis mauvaise langue, faudrait peut-être que je le revoie. Mais, Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson, je l'ai trouvé quand même bien plus compréhensif, sympathique, pas exceptionnel, mais sympathique. C'est le genre de film d'action qu'on se regarde assez facilement, je trouve. Plutôt bonne surprise au niveau de Ghost in the Shell, que je m'attendais à voir un film plutôt moyen, voire médiocre. Toujours dans les adaptations, j'ai vu Battle Royale. Et c'était pas mal Battle Royale, vraiment. Alors par contre, c'est fou parce que je suis pas quelqu'un qui se laisse souvent choquer par des scènes ou même des jeux vidéo horrifiques ou des trucs comme ça. Mais waouh, il y a des trucs où j'ai fait c'est gore, c'est chelou. Alors après, il y a des choses qui me font plutôt rire, notamment à l'arrière de la jaquette du film, qui disent que le film, c'est de la violence drôle. Alors, soit je suis complètement fermé, soit j'ai pas vu l'aspect drôle dans ce film en fait. Non, parce que par exemple, il y a des films qui ont un humour un peu noir et du coup on peut comprendre. Par exemple, je me souviens d'un film qui s'appelle Bienvenue au Cottage, qui est relativement gore, mais qui peut faire rire certains du fait de ses blagues. Par exemple, il fait fermer la gueule à une fille qui arrête pas de parler, et du coup, c'est rigolo, elle lui a fait fermer sa gueule, c'est drôle. Mais là, en fait, non, je vois pas ce qu'il y a de super drôle, en fait, dans les morts. Ou alors, c'est pas moi qui ai compris.
Vraiment, Battle Royale, c'était très sympa. Moi qui ai l'habitude de voir des films asiatiques, j'ai pas trop de problème à différencier les personnages, contrairement à ce que certains pensent en disant qu'ils ont tous la même tête. Et il y a des personnages que j'aime bien, notamment la fille qui est toute seule et qui défonce tout le monde et qui au final se fait tuer par le volontaire. Vraiment, ce personnage, je l'avais beaucoup aimé. Et la fin est vraiment sympa. Après, je ne comprends pas pourquoi elle est tournée comme ça, mais elle est intéressante et du coup, j'ai passé un assez bon moment devant. Il y a pas mal de choses qu'on n'ose plus faire au cinéma, et du coup, pour moi, ça devrait être un exemple de certains films qu'on devrait faire actuellement, et de voir que le Battle Royale est pas né grâce à ça, mais plus par rapport au manga, etc. Ça fait plaisir parce que on comprend mieux les enjeux que par exemple dans un Hunger Games, et du coup ça tient plus en tension, bien plus. Donc Battle Royale pour moi c'est un oui. Dernier film adaptation, Maléfique. Bon, Maléfique c'est quoi? C'est l'adaptation de La Belle au Bois dormant, mais du côté de la méchante, et la méchante est plutôt gentille ou plutôt méchante, on sait pas trop. Bref, c'est une adaptation assez sympathique je trouve, du conte original. Du coup j'ai passé un moment, ça va, sympa. J'ai pas passé un mauvais moment devant, ce serait méchant de dire que j'ai vraiment passé un mauvais moment. Il y a vraiment des effets visuels, je me suis dit waouh, c'est très très classe. Et parfois on se dit ah putain quel connard ce personnage vraiment. Et ça je trouve que des films qui te font faire ça, eh ben c'est agréable, pardon. En tout cas, ça fait plaisir de voir des films qui te font détester un personnage, mais de la bonne manière, pas seulement en faisant comme le Joker, par exemple, qui pour moi est un personnage détestable, mais juste parce qu'il est détestable. Donc pour moi, Maléfique, c'est pas le film de l'année, pas un film ouf, mais ce serait mentir de dire que j'ai passé un mauvais moment. Alors après, je suis peut-être bon public, hein, mais quand même, c'est bon quoi. Il y a des moments, faut passer outre certains défauts d'un film. Hein. Alors, je vais passer vite fait sur un film que j'ai revu, encore un film que j'ai revu, mais cette fois pas sur Netflix. Les choristes, un film français de ma jeunesse, et sincèrement, bon c'est peut-être moi qui ai trop le côté nostalgique ou je ne sais pas, mais je trouve ce film très beau, très sympa. Je passe encore un très bon moment devant, il y a des répliques qui me font rire, il y a des répliques que je garderai toujours en ma mémoire. Le côté narratif avec le personnage du musicien me plaît beaucoup. Je trouve que les acteurs sont plutôt performants, je trouve l'histoire touchante, vraiment. Plein de choses me plaisent dans ce film. C'est pas très original au niveau de l'AREA. C'est pas, il y a pas de gros trucs cinématographiques qui passent dedans. Il y a juste la scène de l'audition qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup cette scène. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas transcendant. Il y a pas masse trucs à retenir. Mais je passe un bon moment devant ce film. Je le trouve très touchant. Encore une fois, très beau. Et franchement, ceux qui ne l'ont pas vu encore, je conseille vraiment de le voir parce que pour moi, il fait partie des films français que je catégorise dans les bons. Pas les très bons, mais dans les bons. On va passer sur un autre film français, Le Manoir. Je sais pas trop quoi dire sur Le Manoir en fait. Parce qu'en fait, il y a des choses qui me plaisent beaucoup, ne serait-ce que par le fait que on sent que c'est un mec qui faisait des clips avant, qui a fait ce film, notamment ne serait-ce que pour la lumière, qui est vraiment très efficace, et puis quelques scènes d'action, on va dire, enfin scènes d'action, je vais un peu loin. Pour le coup, là, c'est un humour plutôt noir, on est d'accord, hein, le mec se fait couper les jambes et au final, bah, tout ce qu'on cherche à faire, c'est balancer des jolies filles autour de lui pour lui faire plaisir. Et puis, c'est avec tout plein de youtubeurs que j'aime bien, mais en même temps, on peut pas tous commencer facilement dans un film. Je trouve que la fille est très très bonne, la fille aux longs cheveux noirs est très très bonne. Il y a aussi le personnage de Vincent Tirel, que j'ai oublié le nom aussi. De toute façon, ces deux personnages voilà, qui font du coup un petit duo dans le film sont très bons. Oh, par contre, j'étais pas prêt à voir Willy Denzey dans le film. J'ai encore des CD de lui là et je me suis dit non, sérieux. Ça m'a trop fait rire. Donc un moment très rigolo devant le manoir, mais c'est vrai que quand j'ai vu le film, je me suis dit c'est un peu un film d'horreur un peu bébête. Mais bon, après, est-ce que quand on regarde ce genre de film, c'est pas ce qu'on attend justement de ce genre de film? Moi, j'ai envie de dire peut-être que si quand même. Donc au final, est-ce que c'est grave que ce soit que ça? Non. Allez, on va passer par un film qui a beaucoup divisé. Star Wars 8, Les Derniers Jedi. Et je rejoins les gens qui ont
Aimez le film. Et oui, je suis désolé les gens, mais tous les reproches qui sont faits au film, pour moi, c'est du bullshit. Par exemple, l'histoire avec l'arc de Finn et Rose, qui pour moi n'est pas inutile. Elle montre juste que on peut créer de la tension dans des scènes de Star Wars qui peuvent dire est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce que ça va réussir à faire quelque chose, même si ça arrive à rien à la fin, au moins ça montre que on peut faire quelque chose, on peut faire des idées de réa assez sympas qui nous donnent envie de savoir s'ils vont y arriver ou pas. Et puis ceux qui disent que ça sert à rien, rappelez-vous les jeunes qui vont ensuite enchaîner la résistance, je suis désolé pour moi, ça n'a pas servi à rien. Ensuite on dit oh là là il y a les porgs, c'est pour vendre des jouets et tout ça, mais je suis désolé, ça pour moi c'est des bullshit, ça fait depuis l'épisode 6 qu'on vend des jouets avec du Star Wars, donc franchement faut arrêter avec cette excuse à la con, c'est pas parce que c'est Disney qui a racheté le truc qu'ils vendent des trucs depuis Disney, c'est clairement depuis très longtemps. Et puis pour une fois, il y a un réalisateur avec des vraies scènes qui ressemblent à quelque chose, et visuellement... Visuellement, c'est beau, ça claque sa mère. Tout le désert de sel avec les effets rouges et tout. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et puis le combat justement entre Luke et Kylo Ren qui est très intéressant aussi, qui est très bien foutu. Et puis l'interaction entre Kylo Ren et Rey. Même si je n'aime toujours pas le personnage de Rey, ça y a rien à faire pour moi Rey, même si elle évolue, hein, elle est clairement mieux que dans le 7, hein, ça y a pas à dire, mais c'est vrai que Rey, je la trouve quand même relativement statique malgré le fait qu'elle évolue plutôt pas mal dans celui-là. Le personnage de Luke, pour moi, vraiment, il n'y a pas de problème avec lui. Enfin, c'est un personnage qui a l'impression d'avoir tout loupé et au final, il évolue comme tous et comme tous les personnages qu'on voit dans le film. Et ça, je trouve ça déjà très fort de faire autant de personnages qui évoluent dans un film. Et ça, vraiment, je rejoins les gens qui ont aimé le film. Pour moi, c'est plutôt un film réussi. Alors ok, vous n'aimez pas le fait que ça ne suive pas tel ou tel truc par rapport à univers étendu mes couilles, mais je suis désolé, pour moi l'univers étendu, ça n'est pas toujours valable, clairement pas. Ensuite, on va parler d'un film très con, très con, Swiss Army Man. Swiss Army Man? Je sais pas. Bon, en tout cas, ce film... Oh, qu'est-ce que c'est con, putain. En fait, quand j'ai vu le film, je me suis demandé, est-ce que c'est du génie ou est-ce que c'est de la connerie? C'est difficile à choisir. Parce qu'en fait, le film, c'est une histoire à la con, dirigée par un réal qui a des super idées de montage et de mise en scène. Et du coup, ça rend le film extrêmement intéressant et très bien rythmé et c'est très drôle et ça donne envie d'avancer dans l'histoire. C'est presque émouvant sur la fin, même si ça part totalement en couille du fait que du coup le mec repète et reparte dans l'eau. Bon là du coup les gens qui n'ont pas vu le film, ils sont en train de me dire mais qu'est-ce que t'as vu comme film de merde? C'est un film à la con. C'est un vrai film à la con. Et ça fait plaisir de voir Daniel Radcliffe dans un rôle un peu différent de ce qu'il a fait dans Harry Potter. Et c'est vrai que en ce moment, c'est vraiment un acteur qu'on assimile à Harry Potter et du coup ça fait plaisir de le voir dans autre chose. Là au moins, il fait vraiment quelque chose de différent et je trouve qu'il est plutôt bon dans son jeu. Donc Swiss Army Man, c'est bien, mais si vous aimez pas les trucs débiles, c'est pas bien. Mais ça reste très intéressant. Vraiment, les idées de réa sont impressionnantes. Je dis de réa, mais c'est plus là des idées de montage. Il y a vraiment des montages très intéressants dans ce film et je dis ça alors que je fais du montage toute la journée. Je retiens ce film pour beaucoup de scènes qui m'ont marqué du fait qu'il y ait de beaux effets visuels mêlés à un montage bien rythmé avec la musique et ce genre de choses. Donc pour moi c'est pouce vert. Ensuite j'ai vu Resident Evil Vendetta. Je vais pas rester longtemps dessus, je suis un fan à la con de Resident Evil, mais ouais c'est drôle. En fait ce genre de film c'est pas forcément des films très intéressants, très sympas, mais c'est vrai que quand on aime beaucoup une licence, même si on voit tous les défauts, j'ai beaucoup de choses à reprocher au film, on prend bien son pied, parce que notamment on voit des scènes complètement what the fuck, avec notamment Léon qui est juste ultra badass. On va reparler film sud-coréen avec The Villainess. The Villainess, pour moi, c'est
un film d'action vraiment efficace. Vraiment, j'ai passé un super moment devant ce film. J'ai trouvé que c'était incroyablement bien rythmé, avec des scènes d'action folles et montées d'une manière tellement incroyable qu'on suit très bien l'action, et ça fait vraiment plaisir de voir des scènes d'action où on arrive à suivre l'action et pas des plans de merde où on voit rien et on se dit oulala, ça bouge juste dans tous les sens, haha. Alors que là non, c'est très très classe. Il y a beaucoup de sang en 3D, donc du coup ça perd un petit peu du cachet de certains films qui mettent du coup du sang, du faux sang juste comme ça, mais waouh, enfin il y a pas mal de plans subjectifs du coup pendant les scènes d'action qui font que du coup le film est très réactif, très classe, très très beau en plus. Il y a de super effets visuels, même l'histoire de manière générale est très bien ficelée. Je trouve qu'elle est très intéressante, le personnage principal est très attachant, je trouve. Vraiment, The Villainess, un film sud-coréen que j'ai vu cette année, que je trouve très efficace, avec des scènes d'action, bon, il y a des gens qui diront ouais mais c'est n'importe quoi, elle se fait taper là et au final elle meurt pas, ou elle est pas un petit peu essoufflée. Oui bah écoutez, je pense qu'il faut passer outre ça dans ce film. C'est juste des scènes d'action très folles et il faut les déguster, ces scènes d'action. Et je tiens à préciser une chose, le plan final pour moi résume tout le film, et je trouve que c'est vraiment un film vraiment bien. J'ai vraiment pris mon pied devant. On continue avec Mad Max Fury Road. Alors, je tiens à préciser une chose, j'ai vu aucun Mad Max. Et là, les gens vont dire « Oui, il a vu aucun Mad Max, comment il peut dire que celui-là est bien ou pas bien, c'est n'importe quoi ?» Bah écoutez, moi je vous emmerde, je ne regarde un film que sur le film et je ne regarde pas le reste qu'il y a à côté. En l'occurrence, Mad Max Fury Road, c'est une tuerie. C'est 2 heures de course-poursuite totalement gonflé à bloc, c'est excellent, il y a toujours de l'action en permanence, c'est très bien rythmé, ça ne s'arrête jamais, et ça c'est incroyable de faire un film où on s'ennuie pas du début à la fin. Et pareil que Gravity, ceux qui disent que ça n'a pas de scénario, mais allez vous pendre, putain de merde. Quand je vois certaines scènes, je me dis mais le scénario, ça passe pas que dans le fond avec les histoires de dialogue ou même de manière générale l'histoire elle-même avec l'histoire de la Terre verte, etc. où on veut en apprendre plus, etc. Non, ça passe pas que par ça le scénario. Quand on parle de scénario, on parle aussi mise en scène, on parle aussi de tout ce qui se passe à l'écran, de tous les mouvements des personnages qui ne sont pas anodins. Il faut bien le rappeler ça, parce qu'il y a très peu de dialogue dans ce film et justement tout le reste passe justement par les mouvements, par tout ce qui se passe à l'image. Et quand je vois la scène où se bat Max avec Furiosa et les autres filles pour essayer de boire de l'eau ou de même manière générale juste de prendre le camion, c'est vrai que cette scène, elle est folle, elle est bien foutue, elle est excellente. Puis il y a des plans visuels, mais c'est incroyable. Enfin, je le reverrai, mais avec plaisir ce film. C'est assez fou. Moi, j'ai vraiment envie de le revoir. Là, j'ai qu'une envie, c'est de le revoir ce film. C'est vraiment ceux qui disent qu'il manque quelque chose à ce film parce qu'il n'y a pas assez de dialogue ou il n'y a pas assez de scénario, mais juste vous ne regardez pas les films de la manière dont beaucoup de gens le voient, à savoir que le scénario, ça ne passe pas que par les dialogues. J'ai pas mal d'exemples en tête, mais le problème c'est que si je les énumère tous, après ça va faire un fourre-tout. Je pense notamment au moment où Splendid meurt, où l'autre personnage de Nox, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, meurt aussi avec le camion en disant « soyez témoins ». Toute cette scène autour, elle est tenue par des choses qui se passent à l'écran et donc du scénario qui nous font maintenir notre attention et ça, c'est vraiment très très fort. Mad Max Fury Road, c'est un film incroyable. Mais bon, je suis pas le premier à le dire de toute façon. Et puis, tous les gens qui vont dire il n'y a pas de scénario dans Mad Max Fury Road, tu dis n'importe quoi. Faites comme vous voulez, les gars. On continue avec La Ligne Verte. Alors, La Ligne Verte, je l'ai vue dans la semaine là où j'enregistre cette vidéo, donc j'ai des souvenirs assez récents. Et La Ligne Verte, ça fait partie aussi des gros films qu'on m'avait conseillés, comme Forrest Gump. Donc, je l'ai vu, 3 bonnes heures de film, et je vais en décevoir certains en disant que je n'ai pas pleuré devant ce film. Oh mon dieu, mais le film où tout le monde pleure devant, c'est n'importe quoi, comment t'as fait? Alors, ma seule explication, c'est pour moi les personnages ne sont pas assez vrais. L'histoire est
extrêmement belle, il y a des idées de réa incroyables, vraiment, il y a des choses que je retiendrai à fond dans ce film, qui me donnent de l'inspiration pour beaucoup de choses, mais les personnages sont trop artificiels pour moi, je ne crois pas en eux, je ne pense pas que je peux m'accrocher à eux, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'empathie pour eux, et c'est pour ça que du coup, je n'étais pas assez avec eux pour pouvoir pleurer. Et par contre, comme tout le monde, je pense, je déteste Percy. Et ça, voilà, par exemple, pour moi, c'est un bon exemple d'un personnage qui est détestable, mais qui est bien fait pour être détesté. Et au final, ce qui se passe pour lui après me fait grave plaisir, parce que il l'a bien mérité, ce petit enculé. Enfin bref, La Ligne Verte, c'est un très long film qui peut paraître assez long, mine de rien. Il y a des scènes qui m'ont paru... les scènes me font pas paraître le film très long, c'est juste qu'en fait, il y a beaucoup de scènes. Et ça fait que du coup, les 3 heures, c'est pas qu'on les sent passer, mais c'est que on sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées pendant ce film. Et du coup, je sais pas si vous voyez la nuance, c'est pas que j'ai regardé ma montre, c'est que j'ai senti qu'il y avait du temps qui s'était passé. Enfin bref, je trouve que c'est un film assez intéressant, ne serait-ce que par sa réa, son cadrage, ses plans, il y en a certains pareil, on pourrait les encadrer, ça ne choquerait personne. Mais voilà, il y a ce petit côté artificiel qui m'a pas fait pleurer, et du coup, c'est une mini déception. Non, je rigole en vrai, c'était un film exceptionnel, j'ai passé un très bon moment, mais en tout cas je le cale pas au-dessus d'un Forrest Gump par exemple, qui pour moi Forrest Gump a été beaucoup plus fort en émotion. Allez, on attaque les 2 dernières parties de cette vidéo. D'abord la partie cinéma, qui ne va pas être très longue, puisque je n'ai vu que 3 films au cinéma depuis le début de l'année. Et puis la dernière partie, qui va suivre un peu avec d'autres vidéos que je vais faire plus tard. C'est parti. Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est un reboot d'un reboot. Tomb Raider. Tomb Raider, en fait, je vais pas y rester très longtemps. C'est un film qui est divertissant, sans plus, est sympathique, sans plus, avec une réa basique, on dirait une réa en fait qui a été commandée, c'est tout. Et du coup, ça fait que le film se regarde sans problème, avec des... en fait, c'est des scénarios qu'on a juste déjà vus, c'est le seul truc que je reprocherai au film, c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film. Mais à part ça, Alicia Vikander s'en sort très bien, je trouve que les acteurs sont très bons. Il y a pas mal de clichés par contre, ça j'ai trouvé ça plutôt pénible de revoir des clichés comme ça dans les films, genre « Non, laisse-moi, il faut que je me sacrifie pour les autres ». Enfin, voilà, ce genre de choses, c'est vraiment des trucs que ça me manquait pas dans des films, mais ce serait mentir de dire pareil que j'ai passé un mauvais moment devant le film. Je trouve juste que c'est un film que j'ai déjà vu, qui ressemble à d'autres, qui n'a pas de grosses idées, et du coup, voilà, c'est un film sympa mais sans plus. Deuxième film dont je vais parler, et là vous allez voir que je ne parle pas des films dans le bon ordre dans lequel je les ai vus, c'est Mutafukaz, ou Motherfuckers pour ceux qui disent ça. En tout cas, Mutafukaz, je suis hyper déçu, c'est dommage. En fait, Mutafukaz, je m'attendais à voir un film aussi ambitieux que Dofus. Dofus, quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, chorégraphie, waouh, design, waouh, réa, waouh. Enfin, il y a plein de moments où j'étais bluffé par le film. Il y a la scène finale où j'ai fait, oh, c'est incroyable, la musique est incroyable dans Dofus. Et là, Mutafukaz, rien de tout ça. Alors j'exagérerais en disant qu'il n'y a rien dans ce film, hein, clairement. Pour moi, ce film, il y a plein de super bonnes idées, ne serait-ce que par le design. Bon, le design, on l'accroche ou pas. Ne serait-ce que par aussi quelques scènes qui sont très immersives et très sympathiques. La course-poursuite du camion de glace est très sympa à regarder. Le moment où comment il s'appelle déjà, Angelino se transforme en monstre est très très classe. Mais il y a pas mal de points qui me gênent dans le film quand même, hein. Déjà, première chose, le film n'est pas accueillant. Mais alors pas du tout. En fait, l'univers du film est tellement étrange que du coup, il n'invite pas
à ce qu'on entre dans l'histoire et qu'on apprécie tout à fait l'environnement dans lequel on est et du coup dans l'univers dans lequel on est. On se pose beaucoup trop de questions sur cet univers, beaucoup trop d'interrogations. Alors oui, ça vient d'une BD qui est assez fournie, hein, il y a qu'à voir un comics pardon qui est assez fourni, il y a qu'à voir l'épaisseur du machin. Ah non, juste l'univers est pas accueillant du tout, ça donne pas envie de regarder en fait. Et un autre point qui m'a gêné, c'est les dialogues. Alors oui, c'est Orelsan et Grinch qui sont les voix des deux personnages principaux. Grinch s'en sort mieux que Orelsan, peut-être, certains disent ça, mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est pas une histoire de jeu, parce que clairement, il joue pas trop mal, je trouve qu'Orelsan s'en sort plutôt bien dans Angelino, mais les dialogues sont trop perchés, sont trop chépères, c'est relou, vas-y, enfin voilà, il parle comme ça, et je trouve que dans un film, en fait, ça ne passe pas, en fait, on dirait juste une caricature, et du coup, c'est assez étrange de voir un film comme ça qui fait des choses comme ça, enfin des dialogues où on n'arrive pas à rentrer dedans, où il fait oh vas-y mec, je suis grave déçu de ce qui s'est passé et tout, et puis voilà, il y a un peu de sous-jeu de temps en temps qui est assez gênant. La musique, quoique elle peut plaire à certains, moi, j'ai trouvé assez étrange et assez décalé en fait de tout l'univers, et du coup c'est ça qui m'a pas plu dans le film. Enfin bref, le film, il n'y a pas tout à jeter, là j'ai donné que les mauvais points du film. L'histoire c'est aussi quelque chose de déjà vu, donc pour moi le film c'est plutôt un mitigé, c'est plutôt moyen je trouve, et c'est assez dommage quand je vois que ça fait depuis plusieurs mois qu'il est diffusé en avant-première un peu partout en France, ne serait-ce que In the Panda, l'Ermite Moderne et Michael J qui avaient fait des critiques dessus en disant « Oh, c'est hyper ambitieux, machin !» Non, j'ai trouvé Dofus beaucoup plus ambitieux et beaucoup mieux abouti que celui-ci. Donc, Mutafukaz, dommage. Et le dernier film dont je voulais vous parler, qui était au cinéma il y a quelques mois, c'est The Third Murder de Hirokazu Koreeda. Koreeda, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je suis allé voir ce film. Il avait fait le film Tel Père Tel Fils que j'avais beaucoup aimé. C'était une histoire, c'est un peu La vie est un long fleuve tranquille, mais avec des personnages attachants, avec une histoire touchante, avec une histoire qui parfois on se dit « Ah merde, ils ont vraiment pas de chance, quoi ». Et dans ces moments, voilà, c'est une histoire qui nous accroche. Et là, Koreeda est arrivé avec un film d'enquête. Enfin, je dis d'enquête, mais en fait, c'est un avocat qui tente de défendre quelqu'un qui apparemment est coupable pour essayer de lui retirer la peine de mort. C'est un film qui ne plaira pas à tout le monde du tout, du fait que ce soit un film qui soit rempli de dialogue et uniquement de dialogue. Il n'y a quasiment aucune scène d'action, aucun rebondissement particulier. C'est peut-être le reproche qu'on peut faire au film, c'est que Koreeda a tendance à faire des films avec des événements qui font plus ça que le schéma habituel qui fait ça, et voilà. Et là en fait c'est des petits rebondissements, pas grand chose, qui font que l'ambiance totale du film est plutôt plate, plutôt calme. Du coup c'est un film qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de concentration pour être à fond dans le film, et c'est peut-être le reproche qu'on peut faire à ce genre de film, mais ça ne gâche en rien les incroyables idées de réalisation de Koreeda et de mise en scène. Koreeda est incroyablement puissant dans ses scènes de dialogue, et notamment il y a vraiment les scènes où l'avocat et le condamné se parlent à travers la vitre. C'est incroyable comme il joue sur les reflets, et ça fait des plans magnifiques où il se chevauche dessus, et du coup on comprend tout de suite le message de Third Murder quand on voit le film. Mais ça reste un film un petit peu trop je dirais un petit peu à tort intellectuel, et il veut nous faire un petit peu réfléchir sur des débats philosophiques comme qu'est-ce que mentir, qu'est-ce que dire la vérité, et ça c'est vrai que c'est un film du coup qui n'est pas accueillant du fait que ce soit un film où il faut réfléchir beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le film, beaucoup de trucs à comprendre, beaucoup de trucs à emmagasiner et à consolider pour ensuite essayer de
de bien comprendre ce qui se passe dans cette histoire. J'utilise beaucoup le mot comprendre, mais je pense que ce film, c'est ça l'essentiel de ce film, c'est essayer de relier toutes les choses qu'on apprend dans le film et essayer de se faire soi-même sa propre vérité. Donc ce film, je vous le conseille si vous êtes à fond dans le cinéma et si vous êtes très curieux. Parce que ce film, je pense que vous allez y voir de très bonnes choses, mais vous allez peut-être, pour certains, ceux qui n'aiment pas trop ce genre de film, vous ennuyer un petit peu, vous trouvez que c'est peut-être un peu mou, et je le comprendrai très 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 bien, mais on n'enlèvera pas les qualités au film qui sont que Koreeda gère très 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 bien son cadrage, ses mises en scène, ses dialogues, tout est parfait à ce niveau-là, mais c'est vrai que au niveau de sa rythmique, Koreeda est quelqu'un qui est assez mou. Il faut rappeler quand même que Koreeda est quelqu'un qui vient du documentaire. Est-ce que ça joue ? Peut-être. Bon, on arrive à la dernière ligne droite, mes amis. Et on arrive à quelque chose que je me suis fixé aussi cette année, en plus du défi d'un film par semaine, c'est voir les films d'Akira Kurosawa. C'est quelque chose que je voulais voir de manière générale, c'était des films de grands réalisateurs comme ça, très réputés, et je sais que notamment des grands du cinéma trouvent que Akira Kurosawa est un mec qui a révolutionné le cinéma sur beaucoup d'aspects. Du coup, je me suis lancé dans ce marathon Akira Kurosawa, et notamment j'ai commencé avec les coffrets Wildside. Oui, Wildside font des super coffrets actuellement où ils rééditent en Full HD des films de Kurosawa datant d'il y a super longtemps. Les images sont incroyablement bien restaurées, franchement c'est bluffant. Et du coup, je voulais vous faire part des films que j'ai vus actuellement pour le moment de Akira Kurosawa. Donc j'ai voulu m'y mettre justement avec un des boîtiers Wildside, mais du coup, c'est pas les premiers que j'ai regardés parce que j'ai voulu regarder d'abord ses tout premiers films, à savoir La Légende du Grand Judo et La Nouvelle Légende du Grand Judo. Je vais parler des films un peu en même temps parce que pour moi, c'est des films, on voit bien que ce sont ses premiers films. À savoir que ça manque parfois un peu de rythme. Par contre, les mises en scène sont toujours très ingénieuses avec... ce qui me choque, ce que je trouve incroyable dans les films de Kurosawa, c'est que il fait des mises en scène avec beaucoup de personnages. Et c'est vivant, c'est incroyablement vivant, et c'est ça qui est très fort, je trouve, dans ces films. Il y a des idées de montage que je trouve très très drôles, notamment dans les scènes de combat. Après, du fait que La Nouvelle Légende du Grand Judo est un film qui n'a pas été remasterisé, l'image était assez dégueulasse, et notamment la scène finale à l'extérieur avec la neige, je trouvais pas très visible, et de manière générale, son film manque de pêche. Dans ses combats en tout cas, c'est peut-être ce que je lui reprocherai un petit peu, mais c'est des films qui sont très intéressants à voir, ne serait-ce que pour voir un peu comment Kurosawa gère sa mise en scène, même à l'époque, et ça franchement je trouve qu'il est très très fort à ce niveau-là. Ensuite j'ai vu Le Château de l'Araignée, et putain ce film il est trop bien. Sérieusement, j'ai rarement vu un film comme ça aussi vieux me tenir à ce point. L'autre film très vieux que j'ai adoré et que je pense revoir bientôt, c'est 12 hommes en colère. Et là, celui-là, Le Château de l'Araignée, c'est vraiment un film que je trouve excellent sur tous les points. Déjà la mise en scène, je rappelle, c'est vraiment excellent. Il y a vraiment des plans, c'est pareil, c'est des tableaux. Et ça, franchement, dans des films d'époque comme ça, de voir qu'ils pouvaient aussi bien réfléchir leur cadre, c'est incroyable. La scène avec les flèches de fin est aussi très très impressionnante. Il gérait déjà la profondeur de champ en zoomant en utilisant des focales un peu plus longues pour pouvoir faire croire qu'il était à côté alors que pas du tout. Et vraiment, ce film-là, j'ai été bluffé. Et pour vous dire à quel point j'ai été bluffé, quand le film a terminé sur son climax de fin avec l'explication de scénario à la fin, j'ai fait... J'ai rarement applaudi devant des films, et surtout tout seul dans ma chambre devant un PC. Donc vraiment, Le Château de l'Araignée, si vous aimez découvrir de nouveaux films un peu vieux comme ça, et bah écoutez, Le Château de l'Araignée, je trouve qu'il est plutôt bon public, et dans le sens qu'il se regarde par
assez facilement, je trouve. Allez, on y est presque, il reste 2 films. Le plus dignement et Un merveilleux dimanche. Le plus dignement, c'est un film qui est un peu compliqué à critiquer parce qu'en fait, c'est un film pas de propagande, mais qui a été fait en fait pendant la guerre mondiale, donc c'est très compliqué de bien critiquer ce film sans prendre en compte ce qui se passait pendant la guerre mondiale. C'est l'histoire de femmes qui travaillent dans une usine de création de lentilles pour l'armée, et en fait, ils veulent faire une surproduction, et ils demandent du coup de faire 100% de surproduction pour les hommes et 50% de surproduction pour les femmes. Et les femmes, elles disent « Oh, mais c'est n'importe quoi, nous aussi on peut faire beaucoup plus de production ». Et déjà, rien que dans un film de cette époque-là, il date quand même de 1944 quand même, c'est marrant de voir un débat, on va dire, de l'importance des femmes dans la société dans un film de cette époque. Donc franchement, déjà, ça, chapeau. Alors c'est inutile de le dire, mais encore une fois, la mise en scène est incroyable parce que du coup, il y a toutes les filles qu'on voit travailler ensemble, etc. Et toutes ces scènes où elles sont toutes ensemble, c'est vraiment très très beau. Le film par contre souffre d'un petit manque de rythme, on a du mal à s'attacher à certains personnages aussi. Le personnage principal, même s'il est principal, on s'en rend pas compte tout de suite, donc c'est peut-être le petit reproche qu'on peut faire au film, mais ça fait pas de lui un film totalement à rejeter. Après, je trouve que pour le moment, c'est peut-être avec La Légende du Grand Judo et La Nouvelle Légende du Grand Judo, l'un des films qui m'a le moins plu de Kurosawa, je dois l'avouer. Et donc on termine avec Un merveilleux dimanche. Un merveilleux dimanche, c'est l'histoire d'un couple qui veut passer un dimanche à s'amuser, voilà, c'est un dimanche, ils passent la journée ensemble, sauf que au final, il va leur arriver que des emmerdes. Ils veulent aller à un spectacle et il y a un mec qui achète toutes les places de spectacle pour les revendre plus cher aux gens suivants, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas assez d'argent, du coup ils peuvent pas y aller, il essaye de les acheter au bon prix et il va se tabasser avec les mecs, enfin bref, plein de choses comme ça qui leur arrivent et ils ont la loose tout le long du film, jusqu'à la dernière scène qui m'a laissé bouche bée. À la dernière scène, je vous conseille quand même d'aller voir ce film, Un merveilleux dimanche. La dernière scène, le personnage de la femme parle à la caméra, mais en fait, il faut se mettre dans le contexte où les gens ont regardé ça au cinéma, et du coup, elle parle aux gens qui regardent le film en fait. Elle parle aux gens qui pourraient aider les personnages. Et en fait, elle leur demande « Aidez-nous, s'il vous plaît, applaudissez-le, faites en sorte qu'il soit heureux d'être ici, qu'il fasse ce qu'il a à faire. » Je vous explique pas ce qu'il doit faire, mais vraiment, c'est beau, c'est une scène qui m'a laissé bouche bée. J'ai trouvé vraiment que cette scène était incroyablement forte et m'a presque donné envie d'être avec eux. Et j'ai applaudi, ne serait-ce que pour être avec ce film aussi et être dans ce contexte qui était vraiment très très fort. Donc Un merveilleux dimanche, je pensais que au début du film j'allais passer un moment plutôt mitigé et en fait c'était plutôt bien, même vraiment très bien. Oh là là les amis, 43 films. 43 films. En une vidéo, c'est vrai que ça fait condenser et que ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais justement, pour ne pas refaire d'autres grosses vidéos comme ça, eh bien, j'ai décidé que chaque mois, je vais vous faire une review des films que j'ai vus dans le mois. Donc ça peut être un minimum de 4 films, mais ça peut être peut-être un peu plus, parce que de temps en temps, j'ai plus envie de regarder des films que d'autres fois. Donc je vous invite du coup, chaque mois, je ne sais pas encore tout à fait quand, peut-être en fin de mois, de me rejoindre du coup sur cette chaîne pour vous faire une review de 4 films que j'ai découverts de manière générale de mon côté. Pas forcément des films au cinéma, ça peut être des films au cinéma, ça peut être des films que j'achète, ça peut être des films que je vois sur mon site de druide. Enfin bref, ça peut être plein de films, c'est pas forcément des films actuels, c'est parfois des films anciens, et justement, si j'ai parlé d'Akira Kurosawa, c'est parce que je vais sûrement en voir beaucoup, et du coup, je vais avoir besoin de vos retours aussi de votre côté. Si vous aussi vous aimez découvrir ce genre de film, eh bien je serai très content de partager avec vous toutes ces critiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, même si j'avoue que si vous êtes arrivé jusqu'ici, moi je vous dis bravo, franchement bravo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du coup pour voir les futures vidéos que je posterai par rapport à ces reviews de films. Rejoignez-moi aussi sur Twitter et Instagram parce que justement je pose
pose de temps en temps mes avis sur certains films, et du coup ça montre aussi les films que j'achète, et puis de manière générale ce que je fais dans la vie, enfin tout ce genre de conneries qu'on peut poser sur Twitter. Et du coup moi il est temps de vous dire au revoir. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque là, ça fait vraiment très longtemps que j'enregistre, je crois que ça fait 1h30, un truc comme ça, même presque 1h45. Donc moi j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est merci beaucoup et surtout à la prochaine. Salut!